Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je la recevais en janvier dernier et elle nous entretenait sur les bienfaits de faire un testament. Elle nous revient à nouveau, cette fois-ci, avec d'autres sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, Maître Lynne Caro, notaire. Maître Lynne Caro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là. C'est vraiment gentil à vous parce que dans la première émission qu'on a fait ensemble, on parlait justement de testament. Puis, mais j'ai eu des commentaires, les gens, et on en avait parlé, on va juste faire une petite parenthèse, là, et on en avait parlé aussi, que les gens se disaient, bon, un testament, bon, tu sais, oh, ça donne. Mais là, avec l'émission qu'on a faite, moi, les gens sont venus me dire, mais on pensait jamais que c'était aussi compliqué sur un sens de ne pas en faire, puis c'était aussi facile d'en faire un. Parce que testament ne veut pas dire mort. Souvent, on l'associe, on en a parlé tous les deux assez souvent. Fait que, mais ce n'est pas ça, mais les gens ont vraiment très apprécié. On va laisser le testament de côté, puis on va parler, si vous me permettez, de le mandat de protection. C'est quoi un mandat de protection? C'est auparavant, il y a quelques années, on appelait ça un mandat d'inaptitude, en cas d'inaptitude. Puis là, on a changé le nom. Okay. C'est un petit peu moins négatif, quoique ça sert à la même chose. Le mandat de protection, dans le fond, c'est choisir nous-mêmes, pendant que l'on est apte, une personne qui va s'occuper de nos choses, de nos biens, de notre argent et de notre personne, le consentement ou non aux soins. OK. Oui. Fait que ça c'est important de le dire, ce mandat-là. Est-ce qu'il peut être donné à n'importe qui? Et dans le sens de ma question, c'est que est-ce qu'il faut que ce soit un proche ou une proche, un enfant, ou bien non, si on peut le donner à Monsieur X ou à Madame Y? Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de proche, mais ça peut être quelqu'un d'externe, un ami ou une connaissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on donne un chèque en blanc à quelqu'un. Voilà. Donc, la personne, on doit lui faire 100% confiance. C'est le premier critère. Oui, et non le moindre. Oui. Et non le moindre, Oui. parce que c'est sûr que là, vous venez de soulever un point là, qui est tellement important, qui est essentiel, devrais-je dire. Vous donnez, j'aime votre phrase, vous donnez un chèque en blanc. Oui. Fait que si on n'a pas confiance en cette personne-là, allons-y à l'extrême, là. Vous vous réveillez demain matin, ou peut-être pas vous, parce que avec ce mandat-là, c'est parce que vous ne pouvez plus trop administrer vos biens. On a perdu nos capacités. C'est ça, Oui. et voilà. Mais la personne ou la famille peut arriver et dire, mais tu avais de l'argent et tu n'en as plus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Ça, donc, il faut faire confiance à la personne que l'on nomme, autant pour la gestion des biens que pour les soins de la personne. Bon, ce mandat-là, on le dit, donne un chèque en blanc à une autre personne. Elle peut faire n'importe quoi, mais c'est quoi son mandat? C'est le prolongement de notre personne. Donc, elle peut faire tout ce que nous aurions pu faire pendant que nous étions aptes. La gestion de nos biens, vendre nos biens, faire des placements avec notre argent, payer nos comptes, ces choses-là. Ça veut dire que ça prend une personne en qui on a une confiance illimitée. Souvent, c'est notre conjoint, on Oui, le assez connaît, souvent, on se côtoie, Un tout enfant. ça. Un enfant majeur, ces choses-là, oui. C'est important que la personne que l'on nomme, c'est quelqu'un qui est majeur, c'est évident. Oui, c'est sûr. Oui. Majeur, il est le plus possible au courant de nos affaires aussi. Pas nécessairement non plus. On n'est pas obligé de tout dévoiler pendant qu'on est apte à nos enfants, à notre conjoint. Oui. OK. Mais à nos enfants, on n'est pas obligé de tout dévoiler. L'important, c'est d'être capable de retracer. Donc, de faire des listes, de faire un inventaire de nos biens très sommaire que l'on va mettre dans le classeur avec notre copie de mandat qui va aider notre mandataire dans la gestion des biens. Disons moi,
OK, bon, là, je suis rendu, là, je commence un peu, là, bon, j'ai de la misère à suivre, comme on dit. Oui. Bon, euh, mais à quel moment, c'est ça, je pense, qui est important, à quel moment, là, je dois, ou jusqu'à quand je peux, jusqu'où je peux aller avant de nommer un mandataire? Ah ben, il faut avoir la pleine capacité. Donc, quand on C'est ça va, qui est c'est important, ça. là. Quand on va chez le notaire faire un mandat en cas d'inaptitude, le notaire va questionner date de naissance, occupation, adresse antérieure, le nom des enfants, tout ça. Et si le notaire il a le moindre doute sur la capacité de la personne, il est trop tard pour signer un document comme ça. Fait qu'autrement dit, c'est le notaire qui, en bout de ligne, va donner le OK. C'est son travail de vérifier la capacité de la personne qui signe un document. C'est assez... parce que on ne peut pas s'imaginer, là, peut-être jusqu'où ça peut aller. Ça veut dire que, après ma barre, on le fait lorsque nous sommes en parfaite condition, Oui. autant morale que physique. Euh, Non, phy- physique, non? Physique, c'est pas Non, grave. OK. On peut être en chaise roulante, Oui, oui, on OK, peut être en OK. béquille. Oui. Oui, Mais seulement que c'est à partir de ce moment-là, et cette personne-là devient notre cerveau, elle devient nous. oui, c'est le prolongement de notre personne. Ça veut dire que cette personne-là, Maître Caro, il faut y faire une confiance illimitée. Oui. Ça, j'en reviendrai jamais assez sur ça. Moi, je trouve C'est ça, des gens de là- confiance de notre entourage qui veulent notre bien et non nos biens. Oh bien, oh, ça c'est vraiment bien dit, par Oui. exemple, qui veulent, Oui. oui, non Oui. pas nos biens, mais qui veulent, Notre bien-être. notre bien-être. Oui. Ça veut dire que si on va à l'extrême, OK? Si on va à l'extrême, ça veut dire que cette personne-là qui est mandatée, elle peut vous mettre dans la rue. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, là. Elle peut vous mettre dans la rue, si elle veut. Oui. Mais souvent, si on l'a nommé, c'est qu'on avait Une confiance. une confiance. C'est ça. Oui. Maintenant, allons-y à l'extrême encore. OK? Cette personne-là, comme on vient de dire, peut vous mettre dans la rue, mais la personne qui a donné un mandat, si un de ses enfants s'aperçoit que, ah mais là, ça marche pas, là. Mhm. Papa avait telle chose, puis il l'a pu. Il me semble, papa m'avait dit qu'il y avait tel placement, puis je le trouve plus, il l'a pu. Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter Bien, il y a toujours ça? le recours judiciaire devant OK. les tribunaux, ça c'est en dernière course, mais il y a aussi le curateur public du Québec, on l'oublie souvent, mais on a vu des publicités, là, tout ça. Il est là pour ça, lui aussi. Si on soupçonne qu'une personne est maltraitée ou que ses biens sont mal gérés, il y a aussi cette personne-là qui peut entrer en jeu aussi, là. Parce que là, on va loin, là. C'est sûr, mais ce sont des choses qui, à l'extrême, pourraient se produire. Dans à un ce mandat en moment-là. cas d'inaptitude, on peut aussi nommer un mandataire, mais on peut aussi nommer des personnes à qui le mandataire va rendre compte. Ah, OK. Donc ça, c'est intéressant important. Ben aussi. oui, Une ben fois par oui. année ou à des intervalles plus rapprochés, ils ont dit, dans mon mandat en cas d'inaptitude, je nomme monsieur ou madame Y, et je veux qu'à chaque année, ou à tous les 6 mois, ou à tous les 2 ans, qu'il rende un compte de sa gestion À la famille. à la famille, à mes autres OK, enfants, OK. ou à... Oui, Ah, ça, c'est une chose qu'on ne savait vraiment pas. C'est pour ça que c'est tellement important, Oui. là, parce que un mandat comme ça se donne devant notaire. mais il y a 2 types de mandats. Il y a le OK. mandat devant notaire, puis il y a le mandat devant témoin. Ah, OK. Devant 2 témoins, tout comme le testament. OK. Donc, ça, c'est les formulaires qu'on se procure là, à gauche et à droite. L'important, c'est de ne jamais perdre l'original et de retrouver au moment de l'inaptitude un des 2 témoins. Ça veut dire que si on passe devant notaire pour ça, est-ce que c'est un acte notarié? Absolument. Et là, pas besoin de témoin. OK, voilà, Oui. exactement. À ce Oui. moment-là, comme Oui. un testament, Oui. c'est la même C'est chose. ça. Et c'est là que le notaire va vous proposer
plusieurs choses, soit de rendre compte à quelqu'un, soit de faire un inventaire des biens, des choses comme ça. C'est donc dire qu'il ne faut pas avoir peur de se rendre voir son notaire. Et ce n'est pas parce que vous êtes assis près de moi, mais seulement que le notaire a un rôle primordial dans ça à jouer. Comme le testament, ça ne fait pas mourir. Non. On n'est pas à veille de mourir non plus si on fait un testament. Si on fait un tel mandat, ça ne veut pas dire que je me suis levé ce matin et il me semble que je ne filais pas, puis je ne me souvenais pas hier qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est Non, quand même c'est pas... Là. Fait que je pense que primordialement, c'est d'aller s'informer. Oui. Et vous êtes placé pour donner des conseils Oui. à ce moment-là. Nous, on espère que la personne qui fasse un mandat en cas d'inaptitude ou de protection, peu importe, OK. ne s'en serve jamais de sorte qu'il ne devienne jamais inapte. OK. Mais ça, Mais on le si sait ça pas. arrivait, cette personne-là Oui. est protégée. Oui, c'est ça. Et de bien nommer la personne Oui. en question qui, je le répète, n'est pas obligée d'être un parent. Non. On peut avoir aussi nommé ma fille qui est infirmière, mandataire à la personne, au consentement aux soins, et nommer mon fils qui est comptable pour la gestion des biens. Ça, c'est toute une modulation que vous allez parler avec votre notaire. Ça, c'est tellement important de le dire, puis et de le faire aussi, Oui. parce que, moi, je ne le dirai jamais assez, ça ne fait pas mourir personne, mais par contre, ça peut aider à la famille oui. s'il arrivait quelque chose. Ça évite des frais et oui. des délais. On n'en a pas parlé avant l'émission, mais je me risque de poser la question. On avait posé la question de faire un testament. C'était autour entre 800 et 1000 dollars Oui. qu'on parlait, là, Oui. sans aller dans les détails. Oui. Un mandat comme ça peut C'est sensiblement la même chose. la même chose. Donc, c'est pour un couple, là, c'est entre Oui. 800 et 1000 dollars. OK. Oui. C'est donc dire qu'on peut faire un coup double. On va vous voir Oui. pour un testament et un mandat en Oui. même temps. Oui. Et là, les frais sont diminués parce que dans le fond, on fait ça dans le cadre d'une même rencontre. OK. Oui. Homologation du mandat de protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mandat de protection, on doit le signer pendant que l'on est apte, que l'on a toute notre capacité. Le mandat en cas d'inaptitude, quand on le signe, il ne produit pas d'effet parce que l'on est toujours apte. OK. Le jour où on va devenir inapte, il va falloir le faire homologuer, ça veut dire le rendre en vigueur. Et les étapes, OK. oui. Et ça, c'est souvent les gens sont surpris de ça. Ils disent, bien, mon père, ma mère a signé un mandat en cas d'inaptitude ou de protection. Pourquoi toutes ces étapes-là par la suite? Tout d'abord, pour prouver que la personne elle est inapte, on doit avoir 2 évaluations. Une évaluation d'un médecin et l'évaluation d'un travailleur social. Donc, c'est pas parce que l'on oublie nos clés dans l'auto 3 ou 4 fois que là, maintenant, on est inapte. Ça prend des évaluations. Donc, il y a un médecin et un travailleur social dans le dossier. Par la suite, il faut s'assurer que le mandat que l'on a entre nos mains, c'est bien le dernier. Parce qu'on peut l'avoir changé à plusieurs reprises. Comme un testament. Comme un testament. La même chose. Et ensuite de ça, dans le fond, on commence les procédures devant le notaire. C'est une procédure judiciaire, mais non contentieuse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de litige là-dedans. Donc, il n'y a pas besoin d'aller devant le tribunal, mais ça prend quand même un jugement de la Cour pour rendre en vigueur un mandat en cas d'inaptitude. Et que c'est important ce que vous venez de dire là. Quand on sort de chez vous, on a un mandat d'inaptitude, on l'a signé, Oui. tout ce que ça comporte. La personne est nommée, elle est sur le papier, tout est là. Oui. Mais ce que vous venez de dire, et si j'ai bien compris, il n'est pas en vigueur, le mandat-là. Pas du tout. Pas du tout. La personne que vous avez nommée n'a aucun pouvoir sur vos biens. Vous êtes apte. Ça, c'est important là, de le dire. C'est tellement important, là, parce que il ne faut pas penser que lorsque l'on sort de chez vous avec ce mandat-là, il n'est pas en vigueur. Non. Parce que sans ça... Personne ne signerait ça, là. Ben non, exactement. Mais non. Bon, puis pour le mettre en vigueur, redites-nous là encore, Donc, ça parce que prend c'est des tellement preuves. important. Ça Des prend preuves, des OK. preuves. Oui. Puis c'est pas parce que j'ai oublié mes clés ou Non, que non, non, parce que non, j'ai perdu non, la non. mémoire un peu. C'est une évaluation médicale, donc d'un médecin, et une évaluation psychosociale, donc d'un travailleur social, qui démontre
que la personne est inapte. Alors, quand on a ces papiers-là, là, on va vous les Oui, porter. on vient chez le notaire et là commence la procédure qui, on dit, non contentieuse. Ça prend un jugement du tribunal à la fin, mais on n'a pas besoin de se présenter à la cour. Ah, OK. Donc, c'est rien de très stressant, tout ça. Donc, c'est quand même une procédure qui prend de 2 à 3 mois là, avant d'avoir le jugement. Parce que c'est important. Là. Et c'est nécessaire si la personne qui est devenue inapte a une propriété, une maison, un chalet, un terrain, et que là, la famille dit, bon, on va vendre ça, cette maison-là, là, pour avoir des sous pour les soins. Et pour vendre la maison ou le chalet, ça prend l'homologation du mandat en cas d'inaptitude. OK. Fait que ça veut dire que le mandataire ne peut pas vendre des biens qui ne lui appartiennent pas sans que ce mandat-là soit homologué. Absolument, c'est ça. C'est ça. Et une fois que la maison est vendue, l'argent ne va pas au mandataire. L'argent va à la personne qui est inapte, dans son compte de banque. C'était toujours à lui. Administré par le mandataire. Absolument. Eh mon Dieu, qu'on apprend des choses. Non, mais c'est quand même important là, de le dire parce que moi, peut-être que je suis pas, je pense pas que je sois le seul à avoir pensé ça. Moi, je pensais qu'un coup que c'était fait devant le notaire, le mandat était en fonction. Puis, autrement dit, on aurait été 2 à jouer dans nos... Ah non. Ça ne marche pas, là. Non. Ça ne marche pas. On dit en cas d'inaptitude. OK. Puis, pour le mettre en fonction, bien, c'est comme vous dites, ça prend un médecin, ça prend un certificat médical. Oui, puis, c'est ça. Puis, ça va à la cour. Oui, à la fin, quand on a fait tous les démarches, les délais, on a avisé les gens qu'on avait avisés, à la fin de tout ça, on a un jugement OK. qui dit que là, maintenant, le mandataire a tous les pouvoirs nommés dans le mandat en cas d'inaptitude. Est-ce que, au point de vue temps, à partir du moment où là, je ne suis plus capable d'administrer, puis Oui. c'est prouvé par un certificat Oui, OK. médical, etc., Oui. le temps, on peut parler de quelques mois? Une moyenne de 3 mois, je vous dirais. Une moyenne de 3 mois Oui. avant que le mandataire soit vraiment Oui. autorisé, Oui. en bonne et due forme, légalement, Oui. à pouvoir administrer mes biens. Oui, c'est ça. On va parler de mariage. Un autre sujet? Ah, ben oui, un autre sujet. Ben oui, parce que je pense qu'on a pas mal Oui. touché là, à Oui. aux principaux points, Oui. entre les cas. Le mariage, ben, il y en a de moins en moins, qu'il faut dire, malgré que ça revient un Oui. peu, parce que quand on regarde le salon de la mariée à Ah! Montréal, hop là, il y a plusieurs personnes qui vont là encore. Les différents régimes matrimoniaux. Là, je vais vous laisser aller un peu avec ça parce que je sais que mariage en communauté de biens, en séparation de biens, ça existe encore? Ben oui! Ah bon, OK. Ouf, j'ai peur qu'elle me dise, vous êtes vieux, monsieur, vous? Mais tous les gens qui se sont mariés avant le 1er juillet 1970, OK. sans contrat de mariage, sont mariés sous le régime de la communauté de biens. OK. Donc, ces personnes-là, le régime de leur mariage, c'est la communauté de biens. Les gens qui se sont mariés après le 1er juillet 1970 sont mariés sous le régime légal maintenant de la société d'acquêt. Oui, expliquez-nous, s'il vous plaît. Et les gens qui ont décidé de faire un contrat de mariage, la plupart ont choisi le régime de la séparation de biens. OK. Bon. Fait que ça veut dire qu'il y en a 3, là. Maintenant, il y en a juste 2, mais tous les couples qui se sont mariés avant le 1er juillet 1970 sont toujours régis par la communauté de biens. OK. Il y en a de moins en moins, vous allez me dire, mais on en a encore. C'est quoi la différence, là? La dans communauté tout de ça, biens, là? c'était un vieux régime matrimonial qui n'a pas bien évolué avec le temps. Donc, c'est pour ça probablement que les gouvernements l'ont changé avec le Québec qui a évolué. OK. Donc, la société d'acquêt, dans le fond, c'est tous les biens que l'on acquiert pendant le mariage, au moment de la dissolution du mariage, exemple par un divorce, vont être séparés entre les époux.
Ça, est-ce qu'on a à choisir ça? Oui, avant le mariage. Donc, avant le mariage, ça ne se planifie pas à la dernière minute. Non. Avant le mariage, moi, dans le fond, ce que je conseille aux futurs époux, c'est d'aller consulter un notaire pour qu'il leur explique la différence entre les deux régimes, puis que les futurs époux choisissent vraiment le régime qui s'applique à eux. Le plus courant, ce serait lequel? Maintenant, de nos jours, le plus courant, c'est les gens ne font plus de contrat de mariage, donc ils sont mariés sous le régime de la société d'acquit. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire 50-50? Partageable, oui. Tous les biens acquis pendant le mariage sont partagés au moment de la dissolution du mariage. Alors, si un couple s'est marié avant le 1er juillet 1970, c'est en séparation En communauté de biens. En communauté de biens. Oui. C'est resté comme ça? Oui, pour ces couples-là, ils n'ont pas changé de régime. Eux sont encore régis par ce régime-là. Alors, c'est quoi la différence entre les autres régimes? La séparation de biens, quand on la choisit par contrat de mariage, c'est que tous les biens, on ne sépare pas les biens. Chacun garde ses biens au moment du divorce. Fait que quand il est question, parce qu'aujourd'hui, on sait que bon, les gens, question de maison, question de chalet, question de terrain, comme vous disiez, tout ça, on sépare 50-50? C'est pas vraiment comme ça parce que tous les couples mariés sont régis aussi par le patrimoine familial. Oui, exactement. Donc, au moment du divorce, tout d'abord, on règle le patrimoine familial. Donc, la plupart des biens, les résidences de la famille, les véhicules, les REER, certains biens là, sont partageables au moment de la dissolution du mariage. Ils ne sont pas partageables en biens, ils sont partageables en valeur. Oh, ça c'est important, cela. C'est-à-dire que si le mari est propriétaire de la maison, il va être encore propriétaire de la maison, mais il va devoir de l'argent à son ex-conjointe. Il va lui devoir. Oui. Est-ce qu'il est obligé de lui payer tout de suite? Oui. Bien, souvent, les gens ils prennent entente là, c'est ça, okay. Pour des modalités de paiement, mais oui, il va lui devoir de l'argent. Ce qui n'existait pas il y a peut-être une dizaine d'années. En 89 de mémoire, le patrimoine familial. C'est ça qui est arrivé. Fait oui. que là, on faisait des farces avec ça. Là, je pense que ça a divorcé un petit peu moins. Là. Dans des cas, je pense dans les premières années. Je pense que c'était quelque chose d'important pour équilibrer. Oui, ça, par exemple, c'est vrai. Oui, parce que la femme, elle aussi mettait de l'argent dans le paiement de la maison, etc. Puis après ça, mais là, on se séparait, puis elle n'avait rien. Elle n'avait rien. C'est sûr qu'il y avait une certaine injustice, oui. il faut le dire. Là. Oui. Quand la femme ne travaillait pas, on parle des années 50, 40, etc., mais c'était quand même pas plus juste, là. Oui. Mais seulement qu'il y avait une entrée d'argent. Oui. Tandis que là, aujourd'hui, à 90% ou à peu près, là, je n'ai pas les chiffres, le couple, les deux travaillent. Donc, les deux mettent de l'argent. Mais peut-être à salaire inégal encore aujourd'hui. Il y a ça aussi, exactement. Oui. Fait que ce sont des choses... C'est venu, je pense, équilibrer un peu. Oui, je pense que oui. Il y avait un certain déséquilibre, puis c'est venu équilibrer là, la force des conjoints. Oui, exactement. Oui. Vous avez touché tantôt au patrimoine familial. J'aimerais ça que l'on revienne sur ça. C'est quoi exactement? Au moment du mariage, il y a un patrimoine familial qui est créé. Donc, il y a certains biens qui rentrent là-dedans, c'est-à-dire tous les REER de chacun des conjoints, les résidences familiales utilisées par la famille, chalets, maisons, les véhicules automobiles ou les véhicules utilisés pour la famille. Donc, si dans un couple, si c'est le mari qui achète tous ces biens-là, mais c'est à son nom, tout ça, mais au moment du divorce, il va rester propriétaire de ces biens, mais va devoir de l'argent à son ex-conjointe. C'est donc dire que le patrimoine familial, dans le sens large du mot, ça comporte beaucoup de choses. Presque tout ce que les couples possèdent. Puis qui va décider? C'est la loi qui va décider? C'est la loi, c'est établi. Les oui. biens sont établis dans le Code civil. Quels sont les biens qui font partie du patrimoine familial? C'est établi. Et
établi par la loi, mais est-ce que il peut toujours avoir entente entre les couples aussi à ce moment-là? Toujours. Je garde la maison, mais par contre, je te donne le chalet. Et ça, Oui, c'est toujours possible. mais ça, c'est là. devant les avocats là, qu'on fait ça. Là. OK. Mais au moment du mariage, on ne pourrait pas demander au mari ou à la femme de renoncer à l'avance au partage du patrimoine familial. Ah, OK. Non, on peut renoncer au moment du divorce. Dire, OK, moi, je ne le veux pas ce bien-là, ou j'en veux pas tant que ça, mais au moment du divorce, pas au moment du mariage. Alors, ça veut dire qu'au moment du divorce, soit la femme ou soit l'homme, au moment du divorce, on s'entend bien, peut arriver puis dire, moi, je te laisse tout, puis je m'en vais. Oui. Disons que ma question est bizarre un petit peu, mais ce sont des choses qui pourraient arriver. Des choses qui pourraient arriver, ou on pourrait dire, bon, mais moi, je garde la maison secondaire, moi, OK. cette auto-là, toi, l'autre auto. C'est des choses qui peuvent arriver. Parce que c'est sûr que quand on se sépare, à l'amiable, ça va toujours mieux. Oui. Mais quand on sait que la plupart du temps, ben, c'est la chicane, c'est les avocats qui coûtent une fortune, il faut le dire, la cour, etc. Mais c'est ce qui rentre en ligne de compte. Encore là, quand on n'a pas de bons papiers de fait. Bien, c'est ça. Donc, mais tu sais, au moment du divorce, il faut quand même évaluer les biens. Oui, qui n'étaient pas les mêmes au moment du mariage, probablement. Et qui ont pris de la valeur Et qui ont pris, durant oui, le mariage. aussi, exactement. Oui. Si ça fait 20 ans qu'on est marié, la maison ne vaut plus ce qu'elle valait il y a 20 ans Absolument, passés, c'est sûr. absolument. Et dans notre REER, on n'a pas le même montant Voilà qu'on aussi, avait, exactement. quand on s'est marié. Oui. Et que ce sont des questions quand même qui sont à la fois délicates, mais combien importantes Oui. pour le couple. Oui. C'est des choses qui sont pas le fun à parler au moment du mariage. C'est vrai. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Chérie, je t'aime, on va signer un contrat de mariage. Mais par contre, si on se sépare, j'aimerais ça qu'on en parle. On va attendre un Non, petit peu. c'est ça. Exactement. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ouais. Maître Lynn, l'achat d'une propriété, on n'aura pas le temps d'en parler, le temps nous manque, mais j'aimerais ça que l'on refasse une autre émission sur l'achat d'une propriété et les étapes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup aussi. Puis là, dans le fond, le printemps qui arrive Oui. fait, ben, l'immobilier, c'est l'été. Hein? C'est l'été. C'est Donc, l'été. on est en plein dedans. Là. On ne magasine pas souvent une propriété au mois de janvier ou au mois de février. Là. C'est rare. C'est rare. C'est rare Oui. parce qu'on ne voit pas ce qui entoure la maison, etc. Ce sont Oui. des choses, mais durant l'été, Oui. parce qu'il y a plusieurs étapes aussi dans ça, dans l'achat d'une maison. C'est de plus en plus compliqué. Oui, On demande des certificats de localisation, des tests d'eau, évaluer la maison, l'offre d'achat. Par où on commence? c'est ça, exactement. Oui. Alors, j'aimerais ça qu'au printemps, vous puissiez revenir, puis on va faire une émission sur l'achat d'une propriété et les différentes étapes qui concernent cet achat. Mais je vous remercie beaucoup, Maître Lynn Carreau. Ça fut encore une fois très intéressant et des propos vraiment très, très justes et très appréciés également. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.